Bien, bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la deuxième grande partie de ce cours capteur et acquisition qui porte sur la partie capteur. Donc on a déjà vu donc les conversions analogiques numériques et numériques analogiques. Donc ça permet d'avoir toute la chaîne d'un côté électronique qui permet de faire l'acquisition de signaux, entre autres de capteurs. Donc maintenant nous allons caractériser les capteurs. Alors ce cours va se faire en trois parties. Dans un premier temps, après l'introduction, on verra les caractéristiques des capteurs, donc comment on caractérise un capteur, quelles sont les grandeurs importantes à connaître. Ensuite, on verra ce qu'on appelle le conditionnement de capteur. Donc ça va reprendre énormément de concepts que l'on a vus lors du cours, notamment de composants électroniques et de fonctions de l'électronique. Et puis on terminera par quelques illustrations sur le fonctionnement de certains capteurs, donc des capteurs assez usuels que vous pourrez rencontrer par la suite. À l'issue de ce cours, il y aura quelques transparents dans un cours suivant qui permettra de voir comment on réalise une chaîne complète d'acquisition depuis le capteur jusqu'à un système numérique. Donc ça, c'est en guise de conclusion à ce cours de capteur et acquisition. Alors en introduction, on va essayer de voir d'abord quels sont les objectifs d'un capteur. Si on prend un composant électronique que vous avez pu voir, donc par exemple prenons un quadripôle quelconque comme un montage amplificateur opérationnel, eh bien un composant de l'électronique, lui, il a en entrée une grandeur électronique et en sortie il a une grandeur électronique. Par exemple, le quadripôle, il va être caractérisé par une fonction de transfert qui est un rapport de tension, donc de rapport de deux grandeurs électriques. Le capteur, lui, il va se différencier d'un composant électronique par sa grandeur d'entrée. La grandeur d'entrée ne sera plus une grandeur électronique, mais ce sera une autre grandeur physique que les grandeurs électroniques. Par exemple, ça peut être la température, le flux lumineux, la masse, que sais-je, il y en a plein d'exemples. Cette grandeur physique d'entrée, on l'appelle le mesurand. Donc ça, c'est un terme assez particulier dans le monde du capteur, et donc c'est un point de vocabulaire, on va dire, à apprendre et à connaître. La grandeur de sortie du capteur, elle, c'est une grandeur électrique et on va retrouver différentes grandeurs électriques possibles fournies par un capteur. On va retrouver par exemple une tension, on va retrouver des courants, des charges ou des variations d'impédance. Donc tout ça, ce sont des grandeurs électriques que l'on retrouve dans différents capteurs en fonction de leurs principes physiques. Alors, un capteur, on a donc une entrée et une sortie, a priori, une grandeur de centrée d'un point de vue fonctionnel qui est le mesurand, que l'objectif du capteur, c'est-à-dire d'arriver à avoir une information sur ce mesurand, et la sortie, c'est une grandeur électrique. Mais très souvent, il y a d'autres grandeurs qui vont intervenir dans cette chaîne de transmission, de transformation de l'information, et notamment eh bien, la grandeur qui est euh, par exemple, qu'on retrouve la plus fréquemment dans cette chaîne, c'est la température. Donc la température va pouvoir influencer la grandeur électrique par rapport au mesurand. Donc les grandeurs externes au capteur qui vont modifier les caractéristiques de votre chaîne d'acquisition, eh bien c'est ce qu'on appelle la grandeur d'influence. Donc c'est quelque chose qui va perturber en fait votre montage et c'est inévitable, il y en aura forcément des grandeurs d'influence. Donc après, elles perturbent plus ou moins en fonction de votre application, mais il faut y faire attention et il faut essayer de bien, donc déjà, être conscient de quelles grandeurs d'influence peuvent exister dans mon capteur. Bien sûr, la grandeur d'influence la plus courante, on a dit, c'était la température. J'ai mis en dessous un exemple ici qui est l'exemple d'une photodiode BPW24, qui est une photodiode de silicium assez classique. Le but de la photodiode, c'est de pouvoir avoir une information sur le flux lumineux, donc le flux lumineux sera le mesurand, et puis la photodiode va vous fournir un courant, donc notamment un courant inverse d'une diode. Malheureusement, la température est ici donc une grandeur d'influence, et dans la datasheet de ce composant, on retrouve l'évolution du courant en fonction de l'évolution de la température. Donc la courbe qui est donnée, c'est le courant normalisé pour une température qui est aux alentours d'une trentaine de degrés. Et vous voyez que si la température diminue trop, le courant diminue. Si la température de la photodiode augmente, le courant augmente. Et notamment, on approche des facteurs d'une augmentation de 10% pour des températures de 100 degrés. Ça veut dire que la même photodiode avec le même montage et le même flux lumineux qu'elle reçoit, eh bien, ça ne donnera pas le même photocourant si vous la mettez dans un frigo, un congélateur ou dans un four.
Donc ça dépend aussi de l'application que vous en faites, mais c'est des choses, les grandeurs d'influence, euh, qu'il faut connaître et qu'il faut donc en tout cas avoir à l'esprit quand on fait une chaîne d'acquisition. Alors ce qu'on aime bien dans l'électronique, hein, puis dans les sciences en général, c'est d'essayer de cataloguer un peu, d'essayer de répertorier, pardon. Donc on va appeler certains capteurs des capteurs actifs et d'autres passifs. Alors c'est pas tout à fait la même signification que actif et passif dans les composants de l'électronique. Dans un composant de l'électronique standard, un composant sera dit actif si on a besoin de l'alimenter, parce qu'en fait ce composant-là va pouvoir notamment donc apporter du gain par exemple dans une tension. Et un capteur est passif lorsqu'il va dissiper, donc on n'a pas besoin non plus de l'alimenter. La réponse du capteur, elle peut être soit une tension, un courant, une charge, et si c'est un des trois cas, très souvent, ça veut dire que l'information peut être analysée directement. Typiquement, le capteur va pouvoir, si vous délivre une tension ou un courant, donc finalement générer une différence de potentiel ou délivrer un courant dans un circuit. Ça, ce seront des capteurs qu'on va qualifier de actifs, et ils sont basés sur un effet physique qui va permettre de faire cette conversion de la grandeur physique qui est le mesurande vers la grandeur électrique qui va même piloter un montage. Lorsque on a des réponses du capteur en sortie qui sont liées à des variations d'impédance au sens large, eh bien, il va falloir trouver un circuit pour analyser ces variations d'impédance et donc pour retrouver l'information. C'est un capteur qu'on va donc dire de passif parce qu'on va être obligé de le mettre au milieu d'un circuit pour extraire l'information électrique pertinente qui va nous relier aux mesurandes. Donc, les variations de propriétés des matériaux, ça peut être résistivité, dimension, les constantes diélectriques, etc., comme on peut voir par la suite. Des exemples de capteurs actifs, des capteurs de température qui sont basés sur un effet thermoélectrique, donc l'effet type Seebeck ou des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous faites une soudure entre deux métaux et en fonction de la température de cette jonction entre les deux métaux, il y a une différence de potentiel qui se crée. Donc ce sont des thermocouples, et ces thermocouples vont vous donner une tension en sortie. Si vous analysez un flux optique à l'aide d'une photodiode, par exemple, eh bien, les photons absorbés dans le semi-conducteur vont permettre de créer des paires électrons-trous, et donc il y a un courant qui va circuler lorsque vous bouclez votre circuit électrique. Donc là, c'est bien quelque chose d'actif, parce que d'ailleurs, même au sens composant électronique du terme, on peut avoir un comportement générateur. Pour les forces et pressions, on peut utiliser des piézoélectriques qui ont la propriété de présenter des charges, donc des apparitions de charges à leur borne, ou dit autrement, donc il y a des différences de potentiel qui peuvent apparaître. Et puis pour les vitesses et les positions, vous avez des principes de fonctionnement sur l'induction électromagnétique et les effets Hall qui vous permettent d'avoir l'apparition de tensions proportionnelles ou liées en tout cas à votre mesurande. Pour les capteurs passifs, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Lorsque vous faites une mesure de température à base d'une variation de résistivité, typiquement c'est le cas lorsque vous faites des résistances à base de métaux ou de semi-conducteurs, eh bien, il va falloir un circuit pour mesurer cette résistivité. De la même manière, certains flux optiques peuvent être détectés par une variation de résistivité, ce sont le cas des photorésistances, donc il faudra aussi un circuit particulier. Les déformations ou les capteurs d'humidité peuvent se faire avec des variations de perméabilité magnétique ou de permittivité diélectrique. Là encore, il va falloir des petites astuces pour retrouver le signal important qui est proportionnel ou qui rend compte de la variation du mesurand. Alors, si on continue dans l'aspect un peu catalogue, un peu, j'essaye de trouver donc le bon capteur pour mon application. C'est un peu l'idée de ces cours d'électronique, hein, c'est d'essayer de se débrouiller après donc à trouver le bon capteur, le bon élément. Euh, Lorsqu'il y a un capteur tout seul, éventuellement alimenté si c'est un capteur actif, si c'est un capteur qui nécessite pardon, donc d'être soumis à une différence de potentiel, donc dans certains capteurs passifs au contraire. Eh bien, on va appeler ça un capteur au sens large, mais c'est une appellation qui est un peu floue parce que tout est un capteur finalement, dans ce que je décris ici. Si jamais vous avez un capteur qui a un circuit électronique qui permet de mettre en forme les signaux, soit parce qu'il est actif mais c'est pas suffisant et donc il faut par exemple amplifier, filtrer, soit parce qu'il est passif et puis du coup il faut extraire l'information, donc là ça nécessitera forcément une alimentation externe, le capteur sera dit intégré. Et si maintenant, en plus, il y a une numérisation intégrée dans votre circuit et il y a même la gestion de la liaison donc pour les données, donc par un bus, et bien à ce moment-là, le capteur sera qualifié d'intelligent ou encore de smart sensor.
Ces derniers capteurs, on les étudiera pas trop cette année, ça fera plus l'objet du cours de capteur de 4e année, donc qui est dans le prolongement en fait de cette présentation, où vous normalement verrez un peu plus en détail donc les capteurs, les compensations de linéarité, etc. dedans, et puis le dialogue avec des systèmes numériques.